One. Vous écoutez Taxi FM. Musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Aujourd'hui, c'est jeudi et comme tous les jeudis, c'est vrai, nous donnons la parole aux politiques et membres de la société civile. Ce matin, comme annoncé, nous parlerons politique et notre invité, c'est Antoine Fouline, délégué général de l'UDS Togo, l'Union des démocrates socialistes du Togo, membre de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. Ce matin, nous avons souhaité faire le point des derniers événements politiques dans notre pays, surtout depuis le déclenchement de la contestation populaire parfois violente. Une discussion a démarré sous la facilitation du Ghana, des discussions, c'est vrai, qui connaissent quelques frictions, mais se révèlent être la seule issue de sortie de crise selon la communauté internationale. Le blocage est un constat aujourd'hui. Les deux partis ne semblent pas bouger de leur position initiale. D'ailleurs, le président du PNP, Tikpi Achadam, dans une interview au journal Le Rendez-vous ce matin, est formel là-dessus. Nous allons poser avec clarté les sujets qui méritent des positions nettes. On va y revenir tout à l'heure avec notre invité. Sur Taxi FM, l'info roule. Et nous commençons avec une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Il y a le quotidien Liberté qui parle de la coalition qui met à exécution sa menace. 4 jours de manifestation dès mardi prochain. On lira l'article donc dans le journal Liberté. Et puis le confrère qui nous renseigne également qu'il y a une délégation ghanéenne qui visite la CENI. Pourquoi faire véritablement? Vous lirez l'article dans le quotidien Liberté. Crise à la SNPT. Les organisations syndicales veulent durcir le ton. L'article est donc dans le journal Liberté, le quotidien. L'autre quotidien, c'est Togo Matin qui parle de l'appel à manifester du PNP, les signes d'un malaise qui ne dit pas son nom au sein de la coalition des 14. L'article est découvert dans le journal. Sur la question du développement, le rapport de l'OCDE et de la FASEG, la jeunesse togolaise reste confrontée à de nombreux défis, relève notre journal. Enfin, le journal Togo Matin. Allemagne, 4e mandat gagné. Angela Merkel sur les traces d'Helmut Kohl. C'est une interrogation du confrère. Le journal qui, dans son éditorial, s'intéresse aux hôpitaux. Hôpitaux, partage des responsabilités. L'article est donc à découvrir dans le quotidien Togo Matin. Il y a l'hebdomadaire chronique de la semaine qui parle du spectre d'une intervention militaire de la CEDEAO au Togo. La CEDEAO plutôt favorable au référendum si le dialogue échouait, écrit notre confrère. Affaire de notes truquées à l'université de Lomé. Le SEMFOT cautionne-t-il les fraudes dans nos universités? C'est l'interrogation du journal qui ajoute notre interrogation. Le SRI a-t-il fait une intrusion à l'UL ou était-il sollicité? Vous lirez l'article donc dans le journal chronique de la semaine de confrère qui parle également de cette affaire foncière au niveau de Zanguer à Zopomaï, quand Asson Kodjo s'appuie sur des juges affairistes pour narguer de paisibles citoyens. C'est dans chronique de la semaine. Il y a la nouvelle tribune qui évoque la tension qui monte chez nous, dans notre pays. Où va le Togo? C'est l'interrogation du journal. Morgue et hôpitaux fermés, élèves dans les rues, syndicalistes inquiétés, situation politique trouble, écrit le journal. Le confrère qui revient sur la rencontre au gouvernement CZ aussi, ce qu'il faut retenir, c'est à lire dans le journal. Et puis l'interview de Lionel Zinsou, la politique, les affaires, la monnaie unique de la CEDEAO et moi. Interview à lire dans le journal La Nouvelle Tribune. Il y a le bimensuel Togo Nigban aussi. Togo, sortir la tête haute d'une république nationale en chute libre. Fort Gnassingbé doit être un homme d'écoute et à l'écoute de son peuple, s'exclame notre confrère. Le journal qui s'intéresse également au dialogue intertogolais, le bébé dialogue, dans un coma profond. On va en parler d'ailleurs avec notre invité ce matin. Et puis une autre sur la santé avec les faux médicaments en Afrique, combattre un ennemi bien aimé, à lire dans le journal Togo Nigban. Il y a Flambeau des démocrates.
Flambeau qui parle du dialogue inter-togolais aussi. Aucun espoir sans des concessions, écrit le confrère. Le journal qui s'intéresse au tourbillon social au Togo, colère des médecins et étudiants, grève des enseignants, conséquences des décisions impopulaires. Vous lirez l'article donc dans le journal. Et puis sommet Alliance solaire internationale en Inde, tirer tous les profits du rayonnement solaire. C'est dans l'hebdomadaire Flambeau des démocrates. Nous avons aussi le quotidien Forum de la semaine. Forum de la semaine qui parle de 20% de marché public aux jeunes et femmes. L'annonce de Faure Gnassingbé se concrétise. L'article est à découvrir dans le journal. Manque d'équipement, surtout le scanner dans les grands hôpitaux au Togo. La faute aux soi-disant médecins selon Nicolas Lawson. Vous lirez l'article donc dans le journal. Puis la crise au niveau de l'éducation et la grève à répétition. Rencontre au gouvernement CZ hier mardi. Ce qu'ils se sont dit, le confrère en parle. Et puis le collectif de la société civile demande l'interdiction des marches de l'opposition. Vous lirez cela dans le quotidien Forum de la semaine. Il y a le mensuel La Nouvelle aussi. La Nouvelle qui parle, qui revient sur l'assassinat de Sylvanus Olympio. 300 000 francs CFA et un moulin à pétrole pour endosser la responsabilité. Vous lirez l'article dans le journal. Puis le palais, écho du palais royal Lolan, visite de l'ambassadeur Christina Martins Barrera à Anera. L'article est à découvrir donc dans le journal. Il y a aussi... je pense, le rendez-vous. Voilà, le journal Le Rendez-vous qui publie une interview du président Tikpi Achadam du PNP. Le président, dans l'interview, le morceau choisi par le confrère, dire la vérité à Faure. S'il ne veut pas entendre raison, la lui imposer, même pas la force, a déclaré ce matin le patron du PNP dans l'hebdomadaire Le Rendez-vous. Crise politico-économique, improvisation de portefeuille, voyage en Inde, pour qui court le soldat fort. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, les forces armées togolaises, bonne guérison aux sédentaires, écrit notre confrère, le journal qui s'intéresse également à Kwacha Gnassingbé ce matin, feuilleton Kwacha Gnassingbé. Le sort des détenus est-il déjà scellé? Et une interrogation à lire donc dans le journal Le Rendez-vous dans le kiosque donc ce matin. Alors, outre le rendez-vous, vous avez le mensuel La Nouvelle, vous avez le quotidien Forum de la semaine, le quotidien Liberté, le quotidien Togo Matin également, l'hebdomadaire Flambeau des démocrates, le bimensuel Togo Nigbon, l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune, l'hebdomadaire Chronique de la semaine, et voilà, et puis le quotidien Liberté, on en parlait. Voilà les journaux que vous trouverez dans les kiosques ce matin. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Comme annoncé, notre invité ce matin, c'est Antoine Folly, le délégué général de l'UDS Togo et membre de la coalition des 14 partis de l'opposition. Monsieur Folly, bonjour. Bonjour Eric, bonjour aux auditeurs de Taxi FM. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Non, c'est plutôt moi qui vous remercie de m'avoir invité. Vous suivez l'actualité, outre la politique, ce qui se passe à l'université de Lomé, ce qui se passe également au niveau de la santé et les enseignants qui sont en mode grève depuis le début de l'année scolaire. Comment est-ce que vous analysez ce qui se passe sur le plan social, la santé et puis l'éducation aujourd'hui? Le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est que dans ces secteurs, qui sont des secteurs vitaux pour la nation togolaise, il y a un malaise. Ce malaise ne date pas d'aujourd'hui. Je me rappelle, il y a plus de 25 ans, à la conférence nationale souveraine, nous avions mis en place une commission pour réfléchir sur les problèmes de l'éducation, réfléchir sur les problèmes de la santé, les problèmes du droit de la situation de la femme, etc. Il y avait plusieurs commissions comme ça. Et je me suis amusé ces derniers temps à reprendre les comptes rendus de ces commissions. Eh bien, tenez-vous bien, les problèmes que ces commissions avaient répertoriés il y a 27 ans, c'était en 91. En 91, nous sommes en 2018, c'est 26 ans, plus de 26 ans. Eh bien, ces problèmes se posent encore aujourd'hui avec plus d'acuité. Vous vous rendez compte? Donc, 25 ans après, on retrouve les mêmes problèmes, mais en plus grave. Donc, il y a
on peut comprendre que ce malaise se solde par un mécontentement généralisé, pas seulement dans les secteurs de la santé, de l'éducation, mais dans d'autres secteurs aussi. Voyez-vous, au niveau du monde rural, par exemple, les problèmes, je parle du monde rural, les problèmes de pauvreté, les problèmes même de la production agricole. Hein, même malheureusement, sur toutes ces questions, vous, au niveau de l'opposition, vous êtes à faune. On ne vous écoute presque pas sur ces sujets. On a le sentiment aussi que ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est le fauteuil de Faure Gnassingbé. C'est vrai, tout à l'heure, on va revenir sur la question politique, mais est-ce que ce n'est pas dommage qu'on vous entend moins sur ces questions essentielles pour la cité? Non, c'est pas qu'on nous entend moins. Le problème, c'est que ce sont des problèmes qui se posent. L'opposition n'est pas au pouvoir. Ces problèmes se posent d'abord à ceux qui sont au pouvoir. Par exemple, prenez le problème des hôpitaux. Oui. Qu'est-ce que l'opposition peut faire? L'opposition peut tout simplement dénoncer le sous-équipement des hôpitaux, l'état de délabrement. L'opposition peut dénoncer le manque de salles de classe, la saturation, ce qu'on appelle le sureffectif dans nos écoles, etc. Mais qu'est-ce que l'opposition peut faire? L'opposition n'est pas au pouvoir. Donc, c'est ceux qui sont au pouvoir et qui ont le devoir de régler ces problèmes, c'est à eux que se pose le problème. C'est à eux de les régler. Ce n'est pas à l'opposition de les régler. Demain, lorsque l'opposition sera au pouvoir, oui, elle aura la responsabilité de régler ces problèmes. Mais aujourd'hui, c'est... Vous ne pouvez qu'être dans la dénonciation. Mais évidemment, nous faisons des propositions alternatives. Nous faisons des propositions alternatives, mais ces propositions, nous n'avons pas la capacité de les mettre en œuvre. C'est ça la différence entre ceux qui sont au pouvoir et qui ont le devoir et qui ont les capacités, qui ont les moyens de mettre en œuvre, enfin, d'améliorer les choses, qui ne le font pas, et puis l'opposition qui ne peut que constater et faire des propositions alternatives, mais qu'elle ne peut pas mettre en œuvre parce qu'elle n'est pas au pouvoir. C'est ça la différence. Oui, on a un chef de file de l'opposition qui, fort heureusement, fait partie de la coalition. Oui. Que dit-il? Que fait-il véritablement? Il nous semble qu'il peut aller demander à rencontrer le président de la République pour discuter de cette question, je dirais, vitale pour la nation, l'éducation, la santé. Oui, vous savez que les professionnels, les praticiens hospitaliers observent une grève sèche de plusieurs jours. On ne sait même pas quand est-ce que ça va finir. Est-ce que ça ne vous interpelle pas sérieusement? Évidemment que cela nous interpelle et cela doit interpeller tous les Togolais. Mais vous savez, je vous parlais tout à l'heure des problèmes que nous avions déjà répertoriés il y a plus de 26 ans et qui se posent aujourd'hui avec encore plus d'acuité. Mais il est difficile de dénoncer ces mouvements de grève parce que ces mouvements portent sur des revendications qui sont légitimes. Ces mouvements posent des problèmes qui sont réels. Donc, ce malaise, il suffit d'aller faire un tour dans nos hôpitaux, d'aller faire un tour. Nous, politiques, cela nous arrive régulièrement de le faire. Parce qu'il ne suffit pas de rester chez soi ou de rester dans un bureau pour dire améliorer. Non. Nous nous déplaçons pour aller voir de visu, comme on dit, les problèmes tels qu'ils se posent. Et effectivement, c'est cela qui nous permet de faire des propositions alternatives. Et parfois, nous nous trouvons face à des problèmes qui dépassent même l'entendement. Malheureusement, je constate aussi que nos gouvernants, qui ne vivent pas ces problèmes, parfois se demandent même si ces problèmes existent. Comment est-ce qu'ils ne vivent pas ces problèmes? Ils sont dans le pays. Oui, ils sont dans le pays. Mais quand eux, ils ont un petit bobo, une entorse, ils prennent l'avion pour aller se faire soigner. Il semble que c'est aussi la même chose au niveau de l'opposition. Pas vous du aussi, tout. Vous êtes à l'aise. Vous aussi, vous voyagez pour aller vous faire soigner à l'extérieur. Non. L'opposition n'a pas les moyens de ceux qui sont au pouvoir et qui se font soigner sur le dos de la nation. Donc l'opposition, si quelqu'un de l'opposition va se faire soigner à l'étranger, c'est de sa poche. Et évidemment,
il ne peut pas se le permettre tout le temps. D'accord. Voilà. Alors, il y a aussi un autre problème. Vous savez, depuis une semaine presque, il y a une affaire de manipulation de notes, de tripatouillage de notes. Il y a eu beaucoup de superlatifs qui ont été utilisés par la presse ces derniers jours à la faculté des sciences et de la santé. Il y a le professeur Iou Ouateba qui avait été mis en garde à vue avec 2 étudiants. Heureusement, ils ont été libérés lundi soir. Quel est votre avis par rapport à cet événement qui défraie toujours la chronique, il faut le dire. C'est pas encore fini. Bien sûr. Vous savez, c'est un problème récurrent, voyez-vous, qui fait partie même des problèmes de l'enseignement au Togo, de l'éducation au Togo. Alors, moi, je ne veux pas rentrer dans le détail. Je ne veux pas me prononcer sur le fond. Parce que, vous savez, quand on remue, si on remue les ordures, pour ne pas dire un autre mot, quand on remue, eh ben, on trouve des choses pas très agréables. Bon, alors, on trouve des choses pas très agréables, et les auteurs, les responsables de ces malversations, généralement, ce n'est pas ceux qui sont doigtés, qui sont pointés du doigt. C'est d'autres personnes. Bien. Alors, vous voulez dire qu'en réalité, aujourd'hui, si des gens sont en train d'accuser le président de l'université, il peut être que c'est pas forcément lui. Non. Qui est le premier qui doit avoir des gens qui se cachent derrière lui, qui agissent. Non. Vous savez, dans ce pays. Non, vous savez, monsieur Arigato, dans ce pays, on a connu des situations où les gens qui doivent être déclarés reçus à un tel concours, à tel examen, au baccalauréat, etc., les listes étaient dressées ailleurs que dans les salles de correction. Vous avez des preuves? Non, écoutez. Moi, je l'affirme et je l'assume. Je l'affirme et je l'assume parce que dans ce pays, il y a eu, le temps de la dictature, des situations où des gens qui ne méritaient pas d'être reçus à tel concours ou à tel examen étaient reçus, parfois même sans avoir passé le concours, sans avoir passé l'examen. Je le dis et je l'assume. Oui, mais on veut corriger ça aujourd'hui. Non, alors, donc, voilà. Alors, la situation qui se pose aujourd'hui, moi, je veux dire, si ce problème est réel, personne ne nie que ce problème soit réel et que ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Alors, ou alors on veut s'attaquer au fond du problème, et il faut le faire, mais il ne faut pas faire des montages parce que on veut affaiblir tel ou tel mouvement, ou on veut discréditer tel ou tel leader syndical ou tel leader de la société civile. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est ce que moi je reproche toujours à ce régime. C'est de recourir à des manœuvres. Là, c'est vous qui invitez la politique finalement dans ce débat. Non, pas du tout. Mais justement, ce qui est fait est d'abord politique. Pourquoi c'est uniquement ces deux-là? Est-ce que, à travers eux, c'est pas une organisation de la société civile qui est visée parce que cette organisation de la société civile dénonce des pratiques, dénonce des dérives d'un pouvoir que les Togolais n'acceptent plus. Alors donc, pour discréditer ce mouvement, on fait des montages, on fait des... Non, ce n'est pas propre. Et c'est malsain. Et ça, ces genres de manœuvres, il faut qu'on arrête avec ça. Parce que c'est honteux. C'est honteux. Et puis, en voulant discréditer ces gens-là, c'est le régime lui-même qui se discrédite. Pourquoi est-ce que vous parlez du régime? On parle de l'université, là. Non. Mais est-ce que c'est l'université qui a arrêté les gens? Non, mais c'est les services spéciaux de l'État. Ah bon? Donc, l'université n'est pas organisée dans le temps. Il y a eu des affaires comme ça. Oui. On a suspendu des gens. Oui. Est-ce qu'on est passé par le SRI? Est-ce qu'on est passé par la gendarmerie? Est-ce que à l'université, il n'y a pas, je ne sais pas, un conseil des structures disciplinaires qui permettent de régler des cas comme ça? Voilà. Bien. Pourquoi on n'est pas passé par ces structures? Qu'est-ce que, bon, je ne sais pas, que vient faire la gendarmerie là-dedans? Le débat n'est pas clos. Donc, non, le débat n'est pas clos, mais moi, vous savez, tout ça est cousu de fil blanc.
C'est pour ça que je dis que je ne veux pas me prononcer sur le fond. Moi, je me prononce sur la manœuvre qui transparaît, la manœuvre politicienne, la manœuvre une volonté de discrédit que l'on veut jeter sur des gens qui se battent avec conviction pour des causes justes. Et ça, on fait des montages comme ça, et ça, le régime en a l'habitude. Vous le dites ainsi parce que ceux dont il s'agit, si tant est qu'ils sont, ils défendent des causes que vous qualifiez de nobles, ils sont un peu proches de vous, de Non, position. absolument pas. Et donc il faut les défendre, forcément. Non, absolument pas. Je vais vous donner un exemple. Monsieur Pascal Bodiona, Oui. on ne peut pas dire qu'il est de l'opposition. Il a eu des problèmes et nous sommes montés au créneau pour dire que la manière dont les choses se sont passées n'était pas correcte. Et pourtant, à cette époque, M. Pascal Bodiona était un des piliers de ce régime. Mais nous sommes montés au créneau pour dire qu'il a pu faire quelque chose. Nous, on ne se prononce pas sur le fond, mais sur la forme, la manière dont on a voulu l'humilier. Non, ça, ce n'est pas correct. Et nous l'avons dénoncé. Nous l'avons fait. Souvenez-vous, lorsque... Vous distribuez les bons et les mauvais points. Non, ce n'est pas une distribution de bons et de mauvais points. Nous nous tenons au principe. Nous nous tenons à la légalité. Nous nous tenons à ce qui doit se faire dans le respect des droits de l'homme, dans le respect de la dignité humaine. Et lorsque les choses ne sont pas faites dans ce respect de la dignité humaine, notre devoir est de le dénoncer. Parfait. C'est ce que nous faisons. Merci beaucoup Antoine Folly. On va maintenant aborder la question politique. Vous savez que depuis le déclenchement de la contestation populaire, parfois, je le disais, violente, tout le pays est en mouvement. Les choses ne marchent plus comme avant. C'est vrai que vous avez toujours dénoncé au niveau de l'opposition que le pays ne marche pas très bien, mais depuis plus de 6 mois, ça s'est corsé. Et sur le plan économique, on le voit, on le vit régulièrement. Une discussion a été ouverte entre votre regroupement, la coalition de 14 partis politiques, et le pouvoir, avec UNIR, le parti au pouvoir, sauf que ces discussions sont bloquées. Nous allons revenir sur le blocage de cette discussion, mais la semaine dernière, vous étiez à Accra. Vous avez rencontré, on parle de la coalition, rencontré le président ghanéen, le facilitateur. Alors, qu'est-ce qui s'est dit là-bas? Qu'est-ce que vous avez dit là-bas? Alors, avant juste de vous répondre à cette question, permettez-moi juste quelques secondes de vous dire que, contrairement à ce que le régime fait croire aux gens, aux Togolais et à ses amis de l'extérieur, ce ne sont pas les mouvements de protestation de ces derniers temps qui mettent à mal l'économie togolaise. L'économie togolaise était déjà très à mal. C'est la mauvaise gouvernance du pays qui met à mal, qui tue l'économie togolaise. C'est la mauvaise gouvernance du pays qui ne crée pas la confiance pour attirer des investisseurs. Vous savez, l'attractivité économique d'un pays, mais ça vient d'abord d'un certain nombre d'éléments qui permettent aux investisseurs de se sentir en confiance. Donc, le Togo était déjà, sur le plan économique, sur le plan des investissements, n'était pas un pays attractif. Et ça, c'est dû à la mauvaise gouvernance. Donc vous en lavez les mains. Hein. Non. Vous voulez dire que les 6 mois de manifestation n'ont eu aucun effet sur notre économie? Non, mais attendez. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Mais, vous savez, plusieurs acteurs économiques sont d'accord avec nous. Parce qu'ils savent que le mouvement que nous faisons ici est une période peut-être difficile, mais par laquelle il faut passer pour que les choses aillent mieux demain. De toutes les façons, que nous ayons déclenché ce mouvement ou pas, la situation économique et financière du Togo était dans la courbe, j'allais dire, descendante, et la situation n'allait pas s'améliorer. Aujourd'hui, nos revendications portent aussi sur une nouvelle gouvernance du pays qui ferait que demain, la situation économique et sociale de notre pays irait mieux et que nous créerons les conditions d'une meilleure attractivité du Togo pour les investisseurs. Alors la question politique maintenant, véritablement, avec votre voyage la semaine dernière à Accra, que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que vous étiez à Accra? Alors,
Moi, je ne vais pas avoir la langue de bois. Hein. Je vous dis les choses telles que... On s'est bien entendu qu'on va tout dire avec clarté. Bien sûr. Alors, nous avons été invités à Accra par le facilitateur, le président Nana Akufo-Addo du Ghana. En partant de Lomé, nous ne savions pas quel était l'objet de cette rencontre. Dans notre entendement, c'était la suite normale des discussions que nous avions eues à Lomé. Puisque vous vous rappelez, à Lomé, on était arrivé pratiquement à une situation de blocage. Oui. Et le facilitateur avait dit alors qu'à son retour de sa tournée, il allait avoir des discussions bilatérales avec les deux parties et pour essayer de faire avancer les choses. Donc, dans notre entendement, c'était ça. Et lorsque nous sommes arrivés, effectivement, le président ghanéen nous a dit qu'il a reçu une lettre de la coalition par laquelle nous avons fait état d'un certain nombre de violations du pacte, entre guillemets, que nous avons, dont nous avons convenu au début des discussions. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de manifestation pendant les discussions. Effectivement, nous avions, vous menacez d'entrer en mouvement. Voilà, nous avions accepté de suspendre les manifestations le temps des discussions. Et puis, de l'autre partie, il y avait, dans l'autre camp, dans le camp du gouvernement, il y avait un accord tacite pour mettre en œuvre des mesures d'apaisement, et puis de ne plus poser d'actes dans le cadre d'une préparation unilatérale des élections. Voilà. Et cette version est contestée par le gouvernement. Non, de ne plus poser d'actes susceptibles de nuire au bon déroulement du dialogue. Bon, c'était ça exactement le terme. Bon. Donc, on n'a pas parlé de suspendre toute action allant dans le sens de l'organisation des élections. Vous savez, le français est une langue diplomatique. Hein. Il y a en tout cas pour nous, et de toute façon, je crois que le facilitateur l'a compris aussi comme ça. C'était un engagement quasi formel de suspendre de la même façon que nous aussi, nous avons pris l'engagement de suspendre. Alors, quand vous êtes arrivé à Accra, quand nous sommes arrivés à Accra, nous avions écrit effectivement au facilitateur pour lui dire que non seulement les mesures d'apaisement ne sont pas encore accomplies, parce que au jour où on lui écrivait, on disait que nous ne pouvons toujours pas aller à Sokodé, à Bafilo et à Mango pour y tenir des réunions publiques. Et qu'il y avait des harcèlements à l'encontre des militants et des leaders de l'opposition, notamment ce qui s'était passé à Paratao. Et puis, nous avions évoqué également dans cette lettre le fait que, contrairement aux engagements qui ont été pris, le gouvernement, puisque la CENI, pour nous aujourd'hui, c'est la CENI et le gouvernement, pour nous c'est la même chose, ont procédé à la désignation des présidents de CELI. Or, il est prévu dans les discussions un point concernant les réformes électorales. Et l'un des points essentiels des réformes porte sur justement l'organisation et la présidence des CELI. Donc, dans notre entendement, ce que le gouvernement a fait, c'était de nous mettre devant le fait accompli, comme il a toujours fait, c'est-à-dire tout en nous endormant par un dialogue dont il n'a jamais voulu, et bien il continue dans sa logique de préparation unilatérale des prochaines élections. De façon, le moment venu... Alors, pour bloquer cela, vous avez menacé d'entrer en mouvement. Non, ce n'est pas pour bloquer. Nous avons saisi le facilitateur pour lui dire que, par ces actes, nous nous sentons déliés de notre engagement, de l'engagement que nous avons pris, puisque le gouvernement, lui, a violé ses engagements. Nous nous sentons aussi déliés de l'engagement que nous avons pris de suspendre les manifestations. Et donc,
le facilitateur nous a demandé, après nous avons posé un certain nombre de questions auxquelles nous avons répondu. Il nous a demandé de différer, de lui laisser une semaine, un délai d'une semaine, le temps de discuter avec le gouvernement pour comprendre, essayer de voir ce qu'il peut faire pour que les éléments que nous évoquons puissent être éventuellement réparés. Bon. Le délai est passé. Nous avons accepté donc ce délai de une semaine. C'était mercredi de la semaine dernière. Donc, normalement, ce délai est passé donc depuis hier. Mais nous sommes, vous savez, au niveau de l'opposition, nous ne sommes pas des gens obtus. Nous sommes des gens, remplis d'esprit, de responsabilité. Nous avons repris contact avec le facilitateur, lui faire remarquer que le délai d'une semaine était passé hier. Il a dit non, ne vous inquiétez pas. J'ai envoyé une mission sur le terrain qui est en train de travailler. Nous allons refaire le point aujourd'hui, ce jeudi, là, aujourd'hui, et puis on fera le point et sur cette base-là, on verra ce qu'il y a lieu de décider. Il demande encore du temps pour faire le point et vous dire ce qu'il faut faire. Mais pendant ce temps... Non, il n'a pas demandé. Non, attendez. Le délai, c'était hier. Nous avons fait le point, il nous a dit, j'ai envoyé des gens sur le terrain et effectivement, des gens sont là sur le terrain. Ils ont travaillé avec la CENI hier. Ils sont allés sur le terrain. Ils sont allés à Paratao pour évaluer la situation. Ils sont allés à Sokodé. Je pense qu'ils sont, je ne sais pas s'ils sont allés à Mango et Bafilo. En tout cas, ils sont sur le terrain et ils travaillent. Donc, on n'est pas obtus. On ne va pas dire ah non, le délai est passé, donc allez, on y va. Non. Oui, mais c'est ce que vous faites aujourd'hui. Quand vous annoncez de nouvelles manifestations, c'est pour quoi faire? Non. Antoine Folly, vous allez reprendre les manifestations publiques à partir de la semaine prochaine, à partir de mardi prochain. Alors que le dialogue est toujours en cours. Nous reprendrons les manifestations la semaine prochaine si les conditions que nous avons posées et sur lesquelles le facilitateur travaille ne sont pas remplies. 1. L'arrêt du processus électoral unilatéral engagé par le gouvernement. Mais on a un délai constitutionnel là. C'est quoi le délai constitutionnel? On doit aller aux élections. Non, mais dites-moi, c'est quoi le délai constitutionnel? Vous savez, quand on va aux élections, dites-moi. Le législateur a prévu une date pour aller à la prochaine élection. Et si les élections n'ont pas lieu? Mais on est en train de prendre du retard. Non, dites-moi, si les élections n'ont pas lieu, on fait quoi? Souvent, vous parlez de vide constitutionnel. Il n'y a pas de vide constitutionnel, justement. Rappelez-vous, en 2013, les élections législatives se sont déroulées en juillet 2013. Et là, vous, les acteurs politiques, vous vous êtes entendus. Attendez, bien sûr. Parce que vous êtes entendus. Oui, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'entendre? La dernière fois, on s'est entendu pour décaler les élections législatives. Bon. Et puis, même si nous le contestons... Là, ça fait de quelques semaines. En pardon? 2013, c'était de quelques semaines. Non, pourquoi? Non, pas du tout. Ça devait se passer en 2012 et ça s'est passé en juillet 2013. Ouais. Alors aujourd'hui, pourquoi vous reprenez ces manifestations? C'est une façon de mettre la pression? Non, vous savez, moi j'ai l'habitude de dire que les gens que nous avons en face de nous, eux, ne rendent compte qu'à une personne. Nous rendons compte à des populations. Donc, nous nous sentons responsables devant des populations. Donc, les gens ne peuvent pas comprendre que les manifestations, c'est notre seul moyen d'expression. On n'en a pas d'autre. On n'en a pas d'autre. Nous n'avons pas d'avion privé à notre disposition. Nous n'avons pas les budgets. Vous en empruntez quand même, hein? Vous en empruntez quand même pour aller revenir. Il semble que vous avez failli faire un clash l'autre fois à Accra. Les gens exagèrent. Voyez, ah oui?
le fait que je sois en face de vous, ça veut dire non. Non, vous Les n'avez gens pas clashé, mais vous avez failli Non, clasher. non, pas du tout. Pas du tout, non. Vous savez, les gens exagèrent. Sur ce point-là, ce qui s'est passé, c'était... on a décollé d'Accra. On a décollé de la base militaire. C'était un avion militaire. Donc, on a décollé. Et puis, au bout de 10 minutes, le pilote nous dit « Attention, j'ai un signal. » Et que la règle militaire, leur règle, lui impose de revenir À la base. voilà, à la base, de faire demi-tour. On a fait demi-tour, on a atterri normalement, et puis on rigolait hein, dans l'avion, il n'y a pas... Il y Pas eu de panique? Absolument pas. Il n'y avait pas de fumée, il n'y avait rien. Donc, on a fait demi-tour, on a atterri, on est resté dans la salle VIP pendant 15 à 20 minutes, le temps qu'il procède aux vérifications, et puis on est reparti. Et quand on est arrivé à Lomé, en ce moment, je crois qu'on était arrivé au moment où des vols commerciaux devaient atterrir, donc on a tourné un peu. C'est la preuve d'ailleurs que l'avion fonctionnait bien, vous voyez. Donc on a tourné le temps que les vols commerciaux arrivent. Donc, vous voyez, les gens ont exagéré. Bon, je touche du bois. D'accord. Il ne s'est rien passé. Bon. Alors, donc, pour revenir aux manifestations, soyons clairs. Nous avons prévenu le facilitateur que et il a compris notre position. Il a compris parce que ce n'est pas quelque chose nous ne le mettons pas devant le fait accompli. Nous avions déjà dit que si jamais le gouvernement posait des actes qui nous semblent aller à l'encontre des engagements qui sont pris, eh bien, nous nous sentirons déliés de notre engagement à suspendre les manifestations. Donc, nous lui avons écrit pour lui dire qu'il y a eu des actes graves qui nous semblent aller à l'encontre des engagements pris et que, par conséquent, nous nous sentons déliés. Et là, il nous a demandé ce délai qu'on a accepté, bien entendu. Et là, nous avons pris les dispositions. Vous savez qu'on a des délais administratifs. Oui. Voilà. Quand on veut manifester mardi, mercredi de la semaine prochaine, il fallait qu'on dépose une déclaration. Donc, c'est voilà. des mesures conservatoires que vous êtes en train de prendre, surtout au niveau de la coalition. Mais non, pourquoi non, c'est non, le pourquoi PNP seul qui appelle à manifester? Non. Ou y a-t-il des divergences de fond, je veux dire, sur les objectifs et les stratégies à adopter au niveau de la coalition aujourd'hui, qui fait que ce serait le PNP qui, au prime abord, a appelé à des manifestations avant que vous ne reveniez derrière au niveau de la coalition pour pouvoir appuyer? Non. Que se passe-t-il à la coalition? Non, d'abord, pour vous dire, le PNP n'a pas écrit tout seul, n'a pas fait la démarche administrative tout seul. C'est une démarche administrative qu'on a faite au nom de la coalition. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est vrai que le PNP a lancé cet appel. Ça a été, j'allais dire, un raté dans la communication. En réalité, hier on était en réunion, le PNP nous a expliqué ce qui s'est passé. Ça n'était pas un acte volontaire. Vous savez, quand nous devons faire des manifestations, chaque parti lance un appel à ses militants à se joindre à la manifestation. C'est tout à fait naturel. Oui. Moi, responsable de l'UDS, c'est vrai que les militants de l'UDS réagiront plus facilement lorsque c'est moi qui leur demande. Les militants de l'ANC réagiront plus facilement quand c'est Jean-Pierre Fabre, etc. Donc, c'est valable pour tous les partis. Donc, en dehors de la communication collective, nous prévoyons toujours des communications au niveau des partis. Mais, souvent, ces appels se font dans la foulée. C'est pour ça que jusqu'à présent, les gens ont plus fait attention aux appels de la coalition qu'aux appels lancés par les partis. Or, ce qui s'est passé, nous avions prévu cet appel au niveau de nos partis. Seulement, il y a eu un petit raté qui était un malentendu. Un vocal qui est parti plus tôt. Voilà, c'était un malentendu. Voilà, des éléments qui ont été lancés plus tôt que prévu. C'est lancé c'est parti.
plus tôt que prévu. Mais vous savez, comme on dit souvent, les paroles, c'est comme une balle. Une fois que c'est parti, on ne peut plus le rattraper. Bon, mais ça n'a pas été un acte volontaire ou un acte qui traduirait ou qui serait qui relèverait de divergence de fond, comme vous dites, sur les objectifs et la stratégie. Non, pas du tout. C'était un raté tout simplement, mais un raté involontaire de la voilà comment la communication du PNP par exemple. Du PNP. Alors, et on s'en est expliqué hier. Alors d'accord. Alors la marche de la semaine prochaine, ça tient véritablement ou pas? Ou c'est encore subordonné à ce que vous dira peut-être dans quelques jours le président, le facilitateur ghanéen? Bon, non mais comme je le disais tout à l'heure, nous allons refaire le point avec le facilitateur aujourd'hui, et en fonction de ce qu'il nous dira, eh bien, nous prendrons une décision. Nous prendrons la décision de lancer maintenant. Nous avons déjà accompli toutes les formalités administratives. Nous avons saisi les ministères compétents. Nous avons fait la réunion technique avec le ministre de l'administration territoriale, le ministre de la sécurité. Tout est prêt. Donc, aujourd'hui, nous allons faire le point avec le facilitateur. En fonction de ce qu'il nous dira, eh bien, nous déciderons de faire ou de ne pas faire. Mais Bien. ça, je ne peux rien vous dire à l'instant T où je suis, parce que d'abord, c'est pas moi qui suis chargé de la coordination avec le facilitateur. C'est Madame Brigitte Adjamagbo-Johnson. Voilà, Brigitte Adjamagbo-Johnson et Jean-Pierre Fabre. Donc, ils feront le point avec le facilitateur et en fonction des éléments qu'ils auront, nous allons nous réunir aujourd'hui, nous allons nous réunir cet après-midi pour évaluer la situation. Alors, le président et du prendre la PNP, décision Tipi qui s'impose. Adjadam, où est-il? Ça a posé la question Vous êtes dans la coalition. On le voit très peu. À part, depuis quelque temps, il n'a plus parlé véritablement, à part quelques annonces pour appeler à manifester. Depuis qu'il n'y a plus de marche, depuis qu'on a ouvert les discussions politiques, on l'entend plus ce matin. C'est nos confrères Le Rendez-vous à qui il a accordé une interview qui au fond, le fait sortir je dirais pas de sa cachette, mais on ne le voit plus. Que se passe-t-il? Il craint pour sa sécurité? Est-il menacé aujourd'hui? Non, mais sur cette question-là, je suis mal placé pour vous répondre. Bon, le fait qu'il ait répondu, qu'il ait accordé une interview à un journal, c'est au moins la preuve qu'il est là, qu'il est vivant, qu'il est... Bon, tout le monde, il faut pas se voiler la face. Hein. Bon, Tipi Adjadam a des problèmes de sécurité personnelle. C'est des choses qu'on a connues. Et qu'on connaît encore, qu'on connaît toujours. Il n'y a pas que lui qui est menacé. Bon, peut-être... Il y en a dans la coalition aussi qui sont menacés? Mais non, mais vous savez, lorsque vous prenez sur vous... Mais pourquoi est-ce qu'ils ne se cachent pas? Non, attendez, lorsque vous prenez sur vous de faire de la politique dans les conditions où on le fait, et face à un régime qui ne connaît que le langage de la violence, mais vous êtes tout le temps menacé. Vous savez, moi j'ai combattu le régime de M. Yadema dans la clandestinité, je l'ai combattu à visage découvert depuis le début des années 90. Nous avons connu des moments difficiles. Je ne vous apprends rien en vous donnant la liste de nos camarades de lutte qui sont tombés sous les balles de ce régime. Dr Marcati Dépé, Tavio Amorin. Bon, vous savez, il y en a... La liste est longue. Vous savez, depuis nos militants de base jusqu'aux des responsables connus, la liste est longue. Bon, donc, que aujourd'hui, un responsable politique qui se sent menacé dans sa sécurité prenne des précautions. Bon, dans ces déplacements, cela me paraît tout à fait normal. Oui, parce que si aujourd'hui Tipi Adjadam ne se sent plus véritablement en sécurité dans le pays, au niveau de la coalition, que dites-vous, que faites-vous réellement pour que sa sécurité soit garantie? Non, mais on ne reste pas les bras croisés. Donc, dans l'interview que le confrère Le Rendez-vous a publié ce matin, il disait qu'il a écrit à la facilitation pour demander à ce qu'on délocalise les discussions
dans les pays voisins, dans un des pays voisins, pour qu'ils puissent participer à ce dialogue. Et ça, vous ne l'avez pas soutenu. Vous l'avez soutenu? Non, attendez, non, les choses ne se passent pas comme ça. Non, c'est vrai, comme vous dites, qu'il a écrit, bon, si lui-même le dit. Oui, il a dit. Non, s'il le dit, bon, donc, effectivement, le facilitateur a fait état de cette correspondance. Mais, nous sommes, comme vous dites, nous sommes une coalition et nous ne sommes pas seuls. Il y a le facilitateur et puis on veut faire le dialogue. On dialogue à deux. Bon, donc... Au moins. Ouais, voilà. Bon, donc, les conditions de ce dialogue n'ont pas permis de le délocaliser ailleurs. Donc, bon, le dialogue se passe ici, à Lomé, et de temps en temps à l'extérieur. Mais, bon, les choses sont comme ça. Donc, cela ne veut pas dire que rien n'est fait pour sa sécurité. Mais bon, c'est pas des choses qu'on va étaler sur les plateaux de radio. D'accord, très bien. Vous comprenez. Alors, outre votre visite à Accra, vous avez également reçu la visite d'un président du Nigeria. C'est un général d'armée. Les confrères journalistes en ont parlé. Cette rencontre a-t-elle un lien avec l'option militaire préconisée par le président du Nigeria, le président Buhari? Vous avez lu dans la presse, sur les réseaux sociaux, qu'il aurait fait une déclaration à Accra. Au même moment où vous étiez à Accra, est-ce que cette déclaration est vraie? Vous l'avez écouté dire ça? Vous savez, d'abord, je ne sais pas si vous avez écouté un seul responsable de la coalition endosser de telles déclarations. Donc, ces déclarations, les déclarations de Buhari, qu'on prête à Buhari, au président Buhari, qu'on lit sur les réseaux sociaux. Vous ne l'avez pas entendu à Accra? Non, mais attendez. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les déclarations que l'on prête au président Buhari, en tout cas, nous, au niveau de la coalition, on ne l'a pas entendu, enfin, on ne les a pas entendus. On n'a pas entendu ces déclarations, et puis on ne les a lues nulle part, on ne les a reçues nulle part. Donc, au niveau de la coalition, moi, je peux vous dire que cette déclaration dont on parle, d'une intervention militaire, etc., nous, on ne sait pas d'où ça sort, et la coalition n'a jamais été saisie de telles déclarations ou de telles intentions. Voilà la vérité. Bon, d'accord. Enfin, on a écouté beaucoup de choses autour. Maintenant, s'agissant de... Parce que dans la déclaration, si vous permettez pour nos auditeurs, ce qui a été publié sur les réseaux sociaux, rapporté ou relayé par la presse papier aussi, où on apprête quand même cette intention ou cette déclaration au président nigérien, il dit « L'option militaire face au refus de l'alternance n'est plus une idée, mais une règle qui s'imposera à nous tous. Un peuple ne peut se plier aux caprices d'une minorité d'hommes qui foulent au pied les bases de la démocratie et les regarder faire serait une complicité de notre part. » Là, vous dites que vous n'avez pas entendu ça à Accra lorsque vous y étiez. Et vous ne savez pas d'où est-ce que ça sort. Alors, il se fait que vous avez rencontré cette semaine. Soyons clairs. Moi, je n'ai pas entendu cette déclaration sortir de la bouche du président Buhari. Bon, maintenant, il a peut-être fait. Moi, je ne sais pas. Mais moi, je n'ai pas... je n'ai lu nulle part dans une interview, ou écouté dans une interview, ou lu dans un journal cette déclaration. Donc, je ne peux pas vous dire aujourd'hui que vous certifiez que cette déclaration a été faite par le président Buhari. D'accord, très bien. Alors, vous avez rencontré le général d'armée nigériane cette semaine à Lomé. Pourquoi faire alors? Vous savez, le Togo n'est pas seul. Le Togo évolue dans une sphère régionale, qui est la CEDEAO, une sphère continentale, qui est l'Union africaine. Et puis, nous avons des relations avec l'Union européenne, les Nations unies, etc., etc. Donc, il arrive régulièrement que des responsables de la coalition rencontrent
des responsables ou des émissaires d'autres pays, de la CEDEAO ou d'autres. Moi, je suis surpris que les gens mettent l'accent sur cette rencontre, alors que au cours de ces 2 dernières semaines, une délégation de la coalition a rencontré des responsables américains au département d'État. On en a rencontré ici à Lomé. Bon, il y a eu d'autres rencontres. À la veille de l'ouverture des discussions, il y a une partie de la délégation qui était chez le président Olusegun Obasanjo, au Nigeria. Tous ces contacts, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'ils viennent chasser Faure Gnassingbé du pouvoir pour vous? Non, je viens de vous dire que nous sommes dans une sphère régionale, sous-régionale, qui est la CEDEAO. Donc, ce qui se passe au Togo a forcément des répercussions sur d'autres pays. Donc, vous avez besoin de leur appui? Non, ce n'est pas avoir leur appui, ne serait-ce que leur expliquer la situation du Togo, leur expliquer ce qui se passe dans notre pays. On ne demande pas forcément leur appui. On peut simplement leur permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans notre pays. C'est ce qu'on appelle une diplomatie de courtoisie. C'est tout à fait normal. Nous ne faisons pas de la contestation pour la contestation. La coalition a pour objectif de diriger le Togo demain. Donc, si demain nous sommes aux affaires, nous aurons à évoluer dans cette sphère régionale. Donc, il est tout à fait normal que nous allions vers ces gens-là qui sont des partenaires naturels pour leur expliquer ce qui se passe dans notre pays. Et puis aussi même pour les rassurer. Parce que, voyez-vous, lorsque ça pète au Togo, excusez-moi le terme, les premiers pays qui accueillent nos réfugiés, c'est le Ghana et le Bénin. Et puis, du Ghana, ils vont en Côte d'Ivoire, du Bénin, ils vont au Nigeria, etc., etc., ainsi de suite. Donc, ces gens-là ne vont pas attendre que la situation s'aggrave avant de venir s'informer de ce qui se passe et voir dans quelle mesure ils peuvent aider les Togolais à régler pacifiquement leurs problèmes pendant qu'il en est encore temps. Voilà, donc il faut leur expliquer. Donc c'est ce travail d'explication, ce travail d'information, de sensibilisation que nous faisons à l'endroit de ces partenaires naturels de notre pays. C'est tout à fait normal. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Merci beaucoup à Antoine Folly. Je rappelle que vous êtes délégué général de l'UDS Togo, l'Union des démocrates socialistes du Togo. Nous allons marquer une pause publicitaire. On se retrouve après pour la seconde partie. Et sur cette question de dialogue, on va y revenir et évoquer beaucoup plus ce blocage auquel finalement on est suspendu tous. On va l'aborder dans la seconde partie de Taxi Presse. 93.1 Taxi FM. Seconde partie de Taxi Presse, et notre invité ce matin, c'est Antoine Folly, le délégué général de l'UDS Togo, l'Union des démocrates socialistes du Togo. On évoquait en première partie l'actualité, et cette seconde partie, nous allons beaucoup plus parler du processus du dialogue, avec l'enlisement, il faut le dire, de ce processus-là, le sentiment de blocage qui se dégage aujourd'hui. Alors, Antoine Folly, quels sont les points qui vous dérangent à vous, les deux parties, et qui arrive à ce qu'on constate aujourd'hui un blocage? Que se passe-t-il? Non, je pense que vous avez suivi les dernières... en réalité, on n'a eu que deux séances de dialogue, de pourparlers jusqu'à maintenant. La dernière séance, c'est vrai qu'on a... on s'est rendu, on a constaté qu'il y avait de profondes divergences entre les deux parties. Alors, la première divergence porte sur le retour à la Constitution de 92. Bon. Sur ce plan, il faut
il y a quand même lieu de nuancer les choses. Moi, je ne dis pas qu'aujourd'hui, il y a une partie qui est contre le retour à la Constitution de 92 et une partie qui est pour. En réalité, c'est que le pouvoir, nous, au niveau de la coalition, nous demandons un retour intégral à la version originelle de la Constitution de 92. Le parti au pouvoir dit non, nous, d'ailleurs, ils ont fait un projet de loi, ils ont adopté un projet de loi en septembre. En septembre, dans lequel ils voudraient remettre ils seraient d'accord pour remettre la limitation de mandat à 2. Le mode de scrutin. Le mode de scrutin, une à 2 tours, et puis c'est tout. Mais ils sont d'accord pour remettre la limitation de mandat, mais sans la mention en aucun cas, nul ne peut exercer plus de mandat. Et puis ils assortissent ces deux modifications par une disposition transitoire qui permettrait à Faure Gnassingbé de rester encore au pouvoir éventuellement pendant 10 ans après 2020. Voilà la situation aujourd'hui. Évidemment, pour nous, au niveau de l'opposition, notre position est claire. Nous disons que en 2002, 2005, 2007, la version originelle de la Constitution, telle qu'elle a été adoptée souverainement par le peuple togolais le 27 septembre 1992, doit être rétablie. Le gouvernement dit que c'est utopique. Attendez, nous disons que ça doit être rétabli. Bien. Et appliqué immédiatement. Voilà. Mais le gouvernement dit que c'est utopique. Oui, mais que c'est pas possible. Qu'il n'existe pas de mécanisme justement pour opérer, n'est-ce pas, ces réformes comme vous le souhaitez. Non, vous savez, c'est du n'importe quoi. On parle aussi d'une constitution de haine aujourd'hui. Non, mais alors, justement, non, vous savez, tout ça, permettez-moi de vous dire, c'est du n'importe quoi. Parce que, comment peut-on dire qu'il n'existe pas de mécanisme qui permet de revenir à la Constitution de 82 ? Comment est-on parti de la version originelle à celle qu'on a aujourd'hui ? Il y a bien eu un mécanisme. Donc, il suffit d'appliquer le même mécanisme, mais à l'envers. Rien juridiquement ne l'empêche aujourd'hui. C'est ce qu'ils ont fait. Comment ils peuvent dire, mais on a modifié la Constitution pour en être à la version actuelle. Il suffit de supprimer, d'abroger toutes les modifications. Mais on comprend aussi cette résistance au niveau du gouvernement, que le vrai problème, c'est peut-être la pomme de discours, c'est l'empêchement que vous voulez instaurer par rapport à Faure Gnassingbé en 2020. Oui, oui, mais évidemment. Vous voulez empêcher qu'il soit candidat. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, puisque la Constitution, telle que les Togolais l'avaient adoptée en 1992, instaurait une limitation du nombre de mandats présidentiels à 2 pour une personne. Bien. Eh bien, si nous rétablissons cette disposition, la loi constitutionnelle étant d'application immédiate, eh bien, il va de soi qu'en 2020, M. Faure Gnassingbé ne peut pas être candidat. La rétroactivité de la loi ? Ce n'est pas la rétroactivité. Ce n'est pas... Ça, c'est une invention du RPT, cette histoire de rétroactivité. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Pour l'élection présidentielle de 2003, la condition avec le général Yadema. Oui. La condition de résidence était de 12 mois avant la modification. Ils ont fait la modification en 2002, c'est-à-dire quelques mois avant l'élection présidentielle, pour la porter à 6 mois. Or, J-Chris Olympio, qui était à l'étranger à l'époque,
non, pardon, qui était de 6 mois. Pardon, excusez-moi. Était de 6 mois initialement. D'accord. Et en 2002, à quelques mois de l'élection présidentielle, ils ont porté cette condition de 6 mois. De 6 mois à 12 mois. Tout simplement pour empêcher Gilles-Christ Olympio de pouvoir être candidat parce que autant il remplissait la condition de résidence de 6 mois, autant il ne pouvait pas remplir celle de 12 mois. Donc, mais l'application de cette modification a été immédiate. Et c'est au nom de cette immédiateté que Gilles-Christ Olympio a été empêché d'être candidat. Donc, pourquoi n'avait-il pas parlé de rétroactivité à ce moment-là? En quoi est-ce que ça gêne sincèrement aujourd'hui de laisser Faure Gnassingbé aller aux élections en 2020? Non mais, attendez. Il semble que vous pouvez vous organiser pour faire ce qu'on appelle insurrection électorale. Ouais. Si tel est le cas, pourquoi est-ce qu'on n'y va pas? Non, vous savez, il y a des principes. Il y a des principes. Et puis, nous disons que... Je vous disais tout à l'heure que nous nous sentons responsables devant le peuple. Les Togolais, à 98%, se sont donné une constitution en 1992. Cette constitution a été modifiée dans, j'allais dire, dans des conditions que je qualifie de parjure et d'injure à l'égard du peuple togolais. Donc, nous disons que par respect pour le peuple togolais et pour respecter l'exigence aujourd'hui que posent nos populations, il faut restaurer cette constitution. Et une fois qu'elle est restaurée, on l'applique. Et son application... Les implications? Non, mais il faut l'appliquer. Et quand on l'applique, de la même façon que en 2003, on a empêché Gilles-Christ Olympio d'aller aux élections parce que la loi constitutionnelle est d'application immédiate, eh bien, la restauration, le rétablissement de la constitution de 92 empêche Faure Gnassingbé d'être à nouveau candidat à une élection présidentielle au Togo. Le gouvernement aujourd'hui, en tout cas on a eu des confidences de la discussion la deuxième journée ou la première journée, je ne me rappelle plus, tellement disant que si vous demandez, vous obtenez le retour à la constitution de 92, ça supposerait que les lois, il y aura l'annulation des lois, l'annulation automatique des lois qui avaient donc été prises, de tous les décrets visés par cette constitution. Non, vous savez, je ne sais pas qui leur donne ces conseils ou qui les... Ça, ce n'est pas vrai. C'est complètement farfelu. C'est complètement farfelu. D'abord, on ne change pas de constitution. Le rétablissement de la constitution de 92 ne veut pas dire changement de constitution. De toute façon, on quitte une constitution pour une autre. Non, pas du tout. On est toujours dans la constitution de 1992. C'est une version de cette constitution, c'est-à-dire on est toujours dans c'est une version on demande la version originelle qui remplace la version actuelle. Mais on reste toujours dans la constitution de 92. Première observation. Deuxième observation, mais dans le droit, moi je ne suis pas un spécialiste, pas du tout, je ne suis pas un spécialiste du droit, mais de ce que je sais, ou de ce qu'on m'a dit, et que je crois vrai, par les pratiques, c'est que le changement de constitution ne dissout pas les lois qui ont été prises avant ce changement de constitution. Le changement de constitution ne dissout pas les lois qui ont été prises sous la constitution d'avant. Je vais vous donner un exemple. Très bien. Vous savez que dans notre arsenal législatif actuel, nous avons des lois qui visent la Constitution de 1980 et qui sont encore en vigueur. Et pourtant, nous avons changé de Constitution depuis 92. Oui. Et nous avons des lois, des actes, des décrets, etc., qui visent la Constitution de 80, la Constitution du Parti unique, du RPT, Parti État, et des lois qui sont encore en vigueur aujourd'hui. Mais pourquoi n'ont-ils pas changé ces lois?
Vous voyez, c'est la preuve qu'il raconte n'importe quoi. Et que ce qu'il raconte là n'a ni tête ni queue. La vérité, c'est que une loi, lorsqu'elle est votée, eh bien, lorsqu'elle est en vigueur, elle reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une nouvelle loi. Voilà. On a même des lois, on a même des ordonnances qui datent du temps où on n'avait pas de constitution. Vous savez qu'entre 67, au coup d'État de 67 et 1980, on n'avait pas de constitution. Oui. Donc le Togo ne fonctionnait que par des ordonnances. On a des ordonnances qui sont encore en vigueur aujourd'hui. Alors, on va rester encore un moment sur le retour à la Constitution de 92. Alors, pour que cette Constitution revienne, on est tous d'accord qu'il va falloir passer soit par le référendum, ce que vous ne souhaitez pas, mais donc aller au Parlement. Or, au Parlement, vous n'êtes pas majoritaire. Au Parlement. Et vous faites comment? Dans ce cas, il va falloir mettre l'accent beaucoup plus sur les réformes électorales. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous ne vous battez pas essentiellement pour la réforme électorale? Non, vous savez... Vous organisez et vous gagnez les élections. Non, vous savez, c'est un tout. Ou c'est pas facile comme ça? Non, c'est un tout. Et les réformes constitutionnelles ont forcément une incidence sur les réformes électorales. Et puis, ce que beaucoup de gens oublient, c'est qu'on n'est pas dans un régime normal. On n'est pas dans un régime normal. Nous sommes dans un... Vous voyez, la dernière fois, j'entendais quelqu'un me dire « Ah oui, mais l'armée ne veut pas que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir. » Bon, ça, je peux comprendre, parce que c'est l'armée qui l'a mis au pouvoir. Ce n'est pas le peuple togolais qui l'a mis au pouvoir. Comment l'armée? Non, mais non, c'est quelqu'un qui me disait ça, que Faure ne veut pas quitter le pouvoir parce que l'armée ne veut pas qu'il quitte le pouvoir. Bon, j'ai dit, mais à ce monsieur, bon, ben, votre raisonnement, ce que vous dites est vrai, parce que dans ce cas-là, ce n'est pas le peuple qui a mis Faure Gnassingbé au pouvoir, c'est l'armée qui l'a mis au pouvoir. Bon, donc, vous voyez, nous sommes dans un système qui n'est pas un système normal. Et le bulletin de vote n'a pas encore de sens dans notre pays. Toutes les élections que nous avons faites jusqu'à présent, le RPT les a perdues. Et pourtant, à chaque fois, c'est eux qui sont déclarés vainqueurs. Donc, ça veut dire que la dernière fois, il y a un de nos aînés qui parlait de la grande illusion. C'est une illusion que de croire. Non, c'est une illusion, une grande illusion de croire qu'il suffirait de faire des réformes électorales et aller à des élections pour les gagner. Dans le contexte togolais actuel, ce n'est pas possible. Commençons. Vous savez que vous ne pouvez pas vous organiser pour votre Faure Gnassingbé. Mais pas du tout. Vous avez peur d'aller aux élections, comme je pense que le confrère l'avait dit la semaine dernière. Absolument pas. Absolument pas. Mais nous sommes déjà allés à des élections. Oui, vous les avez perdues. Non, mais justement, on les a gagnés. On les a gagnés, mais on a déclaré le perdant vainqueur. Ben, c'est ça la réalité du Togo. Et c'est ça, vous voyez. Donc, nous disons que c'est une grave illusion de croire qu'il suffirait de faire des réformes électorales, d'aller aux élections pour les gagner. Il faut commencer par le commencement. Donc, forcément par les réformes constitutionnelles d'abord. Bien sûr, après... Donc, sans ça, vous ne pouvez plus évoluer. Après la conférence nationale souveraine, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons adopté une nouvelle constitution. Et c'est l'application de cette nouvelle constitution qui devait permettre la mise en place du cadre électoral, etc., etc. Et vous vous souvenez que en 1980, les premières élections législatives qui ont été organisées après la conférence nationale souveraine, le pouvoir les avait perdus. Le RPT les avait perdus. En 1994. En 1994. Il les avait perdus. Parce que ces élections avaient été organisées selon les règles. Bon, bien sûr, il y a eu des intimidations, il y a eu la fraude, etc. Mais malgré tout ça, ils avaient perdu. Ça veut dire que vous êtes bien organisé au niveau de l'opposition. Mais non, vous savez, parce qu'à ce moment-là, il y avait une constitution dont l'esprit était démocratique,
dont l'esprit permettait d'organiser des élections transparentes. Mais ce n'est pas pour rien qu'après, ils se sont mis à faire des micmacs jusqu'à arriver à la modification de la Constitution. Et regardez, vous parliez tout à l'heure de Constitution, de haine, etc. Moi, j'ai entendu même parler de Constitution clanique, ethnique, etc. Mais si vous reprenez toutes les dispositions qu'on a enlevées de la Constitution ou qu'on a modifiées, mais vous ne trouverez pas une seule qui ait rapport avec une ethnie ou avec un clan. Ça avait rapport tout simplement avec une personne, M. Eyadema. Il fallait permettre à M. Eyadema de retrouver tous les pouvoirs que la Constitution lui avait enlevés. Il fallait permettre à M. Eyadema... Parce que la conférence nationale souveraine, tout a été fait contre Eyadema aussi, d'une certaine mesure. Non, mais non. Alors si en 2002, des gens se sont rassemblés pour faire pour Eyadema, on comprendra que c'est justice, non? Non, vous savez, tout n'a pas été fait contre M. Eyadema. Si tout avait été fait contre M. Eyadema, on l'aurait destitué à la conférence nationale. Vous l'avez affaibli, vous savez qu'il partirait. Non, on l'avait non, on l'avait pas affaibli, on l'avait mis à sa place, à la place qui était la sienne en ce moment. Oui, en le dépouillant de tout. Non, mais on avait adopté une constitution. Bon, alors, et deuxième chose, quand vous dites qu'on l'avait dépouillé de tout, là, je dis que relisez la constitution. Le président avait d'énormes pouvoirs. Alors, en plus, une chose que beaucoup de gens oublient, et surtout ceux qui parlent de constitution clanique, etc., la transition, la période transitoire, la période de transition, cette période de transition, elle a duré combien de temps? Elle a duré que 2 mois. Le 3 décembre, lorsque l'armée a envahi la primature, lorsqu'il y a eu ce qu'on a appelé la guerre de la primature, où le Premier ministre, Joseph Kofigo, a été capturé comme un trophée de guerre et amené à Lomé 2, la transition s'est arrêtée en ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, c'est le RPT qui a tout imposé, y compris la Constitution. Rappelez-vous, enfin peut-être que vous étiez trop jeune à l'époque, mais au sortir de la conférence nationale souveraine, M. Eyadema ne devait pas être candidat. L'acte numéro 7, qui faisait office de constitution pendant la période transitoire, interdisait au président et au premier ministre d'être candidats. Mais après le 3 décembre, tout ça a été chamboulé. On a modifié l'acte numéro 3, et il s'était même posé, et M. Eyadema pouvait être candidat, et on avait bloqué en ce moment-là M. Kofigo en augmentant l'âge minimum pour être président de la République, pour que Kofigo ne puisse pas être candidat. Parce qu'il aussi nourrissait l'envie d'être président. Mais c'est tout à fait légitime. Oui, bien sûr, c'est un Togolais. Bien alors, sûr. Aujourd'hui... Oui. Non, moi, ce que je voulais... parce que c'est important que les Togolais... Parce que quand on dit que cette constitution a été faite par l'opposition, mais c'est un mensonge. Moi, j'ai participé à l'élaboration de cette constitution. Je peux raconter à tout le monde, de A à Z, dans quelles conditions cette constitution avait été faite. Après le bombardement de la primature, la capture du Premier ministre, le 3 décembre, c'est deux mois après, 2 ou 3 mois seulement après la fin de la conférence nationale, tout avait changé. Après, vous vous rappelez, avant, il y a eu la prise en otage des membres du Haut Conseil de la République. Il y a eu l'assassinat de Tavio Amorin. Le Haut Conseil de la République n'avait pratiquement plus aucun pouvoir, n'existait pratiquement plus. Des gens s'étaient enfuis un peu partout. Donc, le monsieur Eyadema avait repris la totalité du pouvoir. Et la Constitution, telle que la version originelle dont nous demandons aujourd'hui le rétablissement, eh bien, cette Constitution a été, j'allais dire, élaborée à 90% ou 95% Revenons par
La population. Non, pas par la population, mais avait été accepté, élaboré à 90% par un consensus au sein de la classe politique et surtout par la volonté du parti au pouvoir, le RPP. Et Edmond avait appuyé cela Bien sûr. Dans le temps. Alors revenons sur le départ ou non de Faure Gnassingbé en 2020. Entre-temps, pendant les manifestations, il y en a qui disaient Faure Gnassingbé doit quitter ici et maintenant. Bon, on s'est rendu compte que il semble que certains d'entre vous même ont fait des confidences à des journalistes qui ont dit que ce sont des slogans, qu'en réalité vous visez 2020. Alors, Faure Gnassingbé partir en 2020, on a aussi le sentiment aujourd'hui que vous avez beaucoup plus peur de l'option de départ de Faure Gnassingbé par les urnes plutôt que par la rue. Pourquoi ? Non. Pourquoi vous ne voulez pas lui offrir cette, occasion de partir par les urnes ? Non. Pourquoi lui offrir une occasion de partir par les urnes ? Si nous étions dans... Non, attendez. On est en démocratie ou non, vous savez... Non. Faure Gnassingbé, en 2020, aura déjà fait 3 mandats. Oui. Il aurait déjà fait 3 mandats. Bien. Nous demandons le rétablissement de la Constitution de 92 avec la mention « en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats ». Donc, en 2020, Faure Gnassingbé aura fait 3 mandats. Il n'est pas question, en tout cas pour nous, que, ne serait-ce que par principe et par respect pour les populations togolaises, par respect pour la souveraineté du peuple qui s'était doté d'une constitution avec cette mention-là. Donc, en tout état de cause, pour ce qui nous concerne, nous, au niveau de la coalition, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il n'est pas question, et je sais que personne ne le fera, il n'est pas question que nous apposions notre signature au bas d'un document ou d'un accord qui consacrerait la possibilité pour M. Faure Gnassingbé d'être candidat. Cette intransigeance... Ce n'est pas de l'intransigeance. Antoine Follier, cette intransigeance, est-ce que ce n'est pas ça aussi qui nous a conduits dans cette merde ? Disons les choses par le nom. Non. Aujourd'hui, au Togo. Non, je dirais même que c'est le contraire. C'est le manque de fermeté qui nous a conduits là. Parce que, vous savez, ce manque de fermeté nous a beaucoup discrédité vis-à-vis de nos populations. Les gens, à un moment donné, avaient perdu confiance en nous parce que à chaque fois, nous faisions des concessions. Et nous faisons des concessions en disant, au nom de l'intérêt général... Le pouvoir aussi en a fait la dernière fois avec les relâchements de certains détenus. Non, mais vous savez, c'est facile de... C'est ce que vous avez souhaité. Oui, mais attendez... Ça a été fait. Non, vous savez, ces libérations ne sont que la réparation des injustices que eux-mêmes ont causées. Ces gens qui ont été arrêtés ne sont responsables de rien. C'est des otages que le gouvernement, que le pouvoir a pris. Comment des otages ? Mais c'est des otages. Comme ils continuent d'en faire. C'est des otages. C'est des otages. Et on emprisonne les gens et puis on dit, le moment venu, nous, on veut bien les relâcher au titre de mesures d'apaisement à condition que vous fassiez un geste de votre côté. Mais c'est quoi cette histoire-là ? C'est même honteux d'en arriver là lorsqu'on est au pouvoir. C'est honteux. Alors donc, pour revenir au problème de dont vous parliez tout à l'heure. Du départ du président en 2020 non, vous savez, par les urnes. Non, mais il n'y aura... Pour nous, il n'y aura pas, et je le répète, nous n'accepterons pas et nous n'apposerons pas notre signature au bas d'un document qui consacrerait la candidature, l'éventualité même d'une candidature de Faure Gnassingbé en 2020. Mais ce n'est pas vous qui décidez de qui sera candidat ou pas, c'est à la Cour constitutionnelle de décider. Non, mais... soit en 2020 arrivé, vous refusez de compétir. Non, pourquoi ? Et Faure Gnassingbé est toujours seul là, en lice. Mais pourquoi refuser ? Vous irez avec lui. Non, mais je veux dire, pourquoi refuser de compétir ? Nous disons que Faure Gnassingbé, c'est-à-dire que dès lors que nous aurons rétabli la constitution de la version originelle avec la mention en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Eh bien, cette disposition exclut M. Faure Gnassingbé. D'ailleurs, ils le savent.
Ils le savent puisque dans leur propre projet de loi, comme vous disiez tout à l'heure que la loi n'est pas rétroactive, etc. Alors, si eux, ils le savent, pourquoi se sont-ils sentis obligés de mettre une disposition transitoire pour dire que, voilà, malgré les dispositions de limitation, etc., ne s'appliquent pas au mandat passé ni au mandat en cours. Pourquoi ils se sont sentis... Si la loi n'est pas rétroactive, donc cette disposition est superflue. Mais c'est parce qu'ils savent que la loi constitutionnelle est d'application immédiate. Aujourd'hui, nous sommes au 15 mars 2018. Oui. Depuis le 19 août, il y a eu des manifestations, il y a eu des populations qui ne sont pas contentes, elles l'ont exprimé dans la rue. Il y a eu des discussions politiques qui achoppent sur bien de points. On remarque là que vous restez campé sur votre position. Jusqu'aujourd'hui, le pouvoir fait pareil. Quelle chance offrez-vous à ce peuple finalement de respirer un peu? Non. Comment sortir de l'impasse, Antoine Foley, aujourd'hui? La première façon de sortir de l'impasse, c'est permettre au peuple togolais de reprendre en main son destin. Parce que aussi, on a le sentiment que le pouvoir tel qu'il est aujourd'hui, vous avez même peur de le récupérer. Pourquoi? Si Faure Gnassingbé quitte aujourd'hui le pouvoir, est-ce que l'opposition est prête à prendre ce pouvoir et à le gérer? Vous savez, évidemment. Mais évidemment. Vous savez, notre approche du problème togolais est différente de l'approche du régime. Vous savez, le régime actuel n'est pas organisé pour le service de la nation. Le régime est organisé pour le service d'un homme, d'un clan, pas d'une nation. La justice, l'administration, les circuits économiques, tout est organisé pour maintenir au pouvoir un homme et un clan. Bon, ça, nous, on n'est pas dans cet esprit-là. Nous voulons un pouvoir qui serve la nation, qui serve le peuple togolais. Alors, vous êtes prêt à gouverner un pays après un demi-siècle, un pouvoir qui a eu des tentacules terribles. Justement, c'est à cela que je veux arriver. Et nous disons que notre pays doit faire face à de grands défis. Vous savez, aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure des problèmes de l'éducation, des problèmes de la santé, mais ce sont des grands défis. Et il y a le problème du chômage, en particulier des jeunes, qui s'accroît d'année en année. Chaque année, on déverse sur le marché du travail des diplômés qui, de toute façon, n'ont aucune chance de trouver du travail. Pour la plupart d'entre eux. Comment faire? Mais il faut qu'on continue à produire des diplômés. Bon, ça, c'est un défi que nous devons relever. Vous savez, prenez des pays comme la Chine. Ils ont formé en l'espace de 20 ans, je ne sais pas combien. 10 ans, un peu plus de 10 ans, 600 000. 600 000 ingénieurs. Techniques. L'Inde en a formé je ne sais pas combien de millions. Mais le résultat, c'est quoi? C'est que la Chine est en train de devenir la deuxième... c'est le garage du monde. Voilà, première ou deuxième puissance économique du monde. L'Inde est en train de détrôner la France de la 5e puissance du monde. Mais attention, ce n'est pas rien. Et ça, c'est parce que ces pays ont relevé des défis. Ils ont formé des gens. Ils ont créé des marchés. Ils ont développé, ils sont mis l'accent sur le développement économique qui a créé des richesses qui permettent de financer des avancées sociales. Donc vous êtes prêt aujourd'hui à gérer un pays? Ce que je veux vous dire, c'est que ces défis, c'est à cela que je laisse. Ces défis, quand vous prenez la coalition, nous sommes d'accord pour reconnaître, parce que nous sommes des gens humbles, nous sommes des gens attachés à la nation. Et nous disons que aucun parti politique aujourd'hui dans la coalition ne sera capable demain de faire face à ces grands défis.
à lui seul. C'est pour ça que nous devons être ensemble. Même à l'échelle du pays, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, comme vous dites, qui ont gouverné ce pays pendant 50 ans, même demain, nous aurons besoin d'eux. Non, autant faire les concessions aujourd'hui. Mais attends, mais quelle concession? Non, la concession, ce n'est pas leur permettre de rester au pouvoir pour continuer à détruire ce pays. Non. Nous disons, non, c'est la concession qu'ils attendent de nous. De leur permettre de continuer à rester au pouvoir pour continuer à détruire ce pays. Non. Nous disons que demain, non, ce sont... Moi, je l'ai... Vous savez, il y a un adage qui dit, excusez-moi, il y a un adage qui dit qu'un sorcier qu'on connaît mieux vaut mieux que l'ange qu'on ne connaît pas. Non, qu'est-ce que la coalition dit pour assurer les Togolais aujourd'hui sur ce coup? Non, mais vous allez mieux faire que ceux qui sont là? Évidemment, mais les Togolais savent que nous ferons mieux parce que nous... Vous savez, moi, je dis que Faure Gnassingbé, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit... Vous avez travaillé avec Faure Gnassingbé? Bien sûr, oui. Un ministre du gouvernement de Faure Gnassingbé? Bien sûr, j'ai été ministre après la signature de l'accord politique global. Bien sûr. Tout à fait. Qui préconisait un gouvernement d'union nationale ouvert aux membres de l'opposition. Mais bon, je me suis rendu compte très vite, je suis resté au gouvernement que 9 mois, je me suis rendu compte très vite que ce régime n'avait aucune vocation à servir la nation togolaise. Bon, j'en ai tiré les conséquences. Et vous savez, je vais faire un aveu aujourd'hui. Quand j'étais au gouvernement, au bout de 3 mois, j'avais rédigé ma lettre de démission. Et j'ai pris conseil auprès de 2 collègues ministres qui ne sont plus au gouvernement aujourd'hui, mais dont je ne peux pas citer le nom parce que je ne les ai pas prévenus avant de venir ici. Qui m'ont dit non, attends, ça va aller mieux, on va y arriver. Ça portait essentiellement sur la réalisation des réformes constitutionnelles. Au bout de 6 mois, on a dit, bon, voilà, la suite, vous la connaissez. Donc, c'est vous dire que moi, je n'ai ni honte, ni peur de dire que oui, j'ai travaillé dans ce gouvernement. Quelle solution? Mais en même temps, j'assume la décision que j'avais prise à l'époque, mais j'assume aussi la décision que j'ai prise après de rompre. Et je ne suis pas le seul. La plupart de ceux de tous les partis ou de tous les responsables de l'opposition qui ont eu cette... qui avaient fait ce choix d'aller au gouvernement au nom de l'intérêt national, tous aujourd'hui sont dans l'opposition. Il n'y en a pas un seul. On a encore 45 secondes. Quelle solution proposez-vous aujourd'hui au niveau de l'opposition? Non, la solution, c'est ce que je disais tout à l'heure. La solution, ce n'est pas de permettre à ce régime de continuer à rester au pouvoir. Ça, c'est la première chose. Là, la deuxième solution, c'est que nous ouvrons le pays à la démocratie. Et la seule façon d'ouvrir le pays à la démocratie, c'est de revenir aux principes, aux grandes dispositions fondamentales de la Constitution de 1980. Vous avez foi que le dialogue va reprendre? Ou c'est un mort-né? Non. Comme le confrère Togoni l'a dit ce matin, le bébé dialogue est dans un coma profond. Non, vous savez... Allez-vous réussir à le réveiller? Non, le dialogue reprendra parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes face à de grands défis. Le gouvernement actuel est disqualifié, est discrédité pour faire face à ces grands défis. De toute façon, ce gouvernement n'a pas vocation à faire face à ces grands défis parce que c'est un gouvernement qui s'est discrédité un régime qui s'est discrédité dès le départ. Donc, il faut permettre à l'alternance de se mettre en œuvre. L'alternance ne veut pas dire que on va tout balayer mais je disais tout à l'heure que dans le cadre de ce dialogue, ce que nous attendons, ce n'est pas seulement le retour à la Constitution de 92, à la version ordinaire de la Constitution de 92, mais c'est aussi un nouvel état d'esprit et pourquoi pas une entente nationale patriotique
pour une nouvelle gouvernance de ce pays. Mais, cela passe par l'alternance, c'est-à-dire que le régime actuel ne peut pas continuer à présider aux destinées de notre pays. Très bien. Il faut permettre à d'autres personnes, en l'occurrence à l'opposition, d'arriver au pouvoir et de montrer aux Togolais qu'elle est capable de faire mieux que ce que ce régime a fait pendant 50 ans. Merci beaucoup, M. Antoine Folly. Merci d'être venu nous voir ce matin. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle juste que vous êtes le délégué général de l'UDS Togo, l'Union des démocrates socialistes du Togo, et membre de la coalition des 14 partis politiques de l'opposition. Merci à vous, auditeurs qui nous avez suivis. Merci également à Jack Prosper qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi Saint-Rigato. À demain. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs.